Je termine donc le cours sur les ruptures de barrage avec l'effet du frottement sur la propagation de l'onde de crue. Donc, du point de vue analytique, maintenant, vous êtes capable de comprendre le problème de Ritter, donc la rupture de barrage, parce que le barrage est infini sur un fond horizontal et sans frottement. On a vu ce qui se passait lorsque, à l'aval du barrage, il y avait de l'eau, non pas un fond sec. Alors, je ne mets pas dans les notes de cours, mais on est capable de regarder ce qui se passe, de faire un calcul théorique lorsqu'on a un volume qui est fini. Donc, un peu comme pour le cas newtonien, on va avoir à ce moment-là une onde de détente qui va rattraper la première onde, et on est capable également de regarder ce qui se passe lorsqu'on est en pente. Alors, par contre, les méthodes mathématiques sont encore plus compliquées, encore plus lourdes que ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc je vais vous épargner ces moments douloureux. Le dernier point, c'est donc l'effet du frottement. On s'était passé dans des hypothèses où il n'y avait aucun frottement. En pratique, le frottement va jouer un rôle relativement important. Alors, on va avoir une méthode qui date des années 1950, c'est la méthode de Whitham, qui est une méthode assez intéressante qui permet d'avoir une première estimation de l'effet du frottement. Le calcul n'est pas aussi simple, donc là, je vous laisserai, pour les gens intéressés, je vous laisserai regarder les notes de cours. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous expliquer le principe du calcul. Alors, après, pour les cas, évidemment, les cas beaucoup plus compliqués, il n'y a pas de solution analytique. Hein. C'est un des rares cas où on arrive à avoir une solution qui est analytique, quoique approchée. Et après, ce sont systématiquement des solutions numériques qui sont mises en œuvre pour arriver à répondre à la question de savoir l'effet du frottement sur la propagation du nombre de crues, du nombre de ruptures de barrage. Alors, si on a une rupture, donc le problème de Ritter, une rupture de barrage sur un fond sec, fond horizontal, sans frottement. On avait vu qu'on avait une solution qui était une arc de parabole, et au niveau du front, donc, on vient tangenter la surface, donc on est ici en XF. Alors si je réécris les équations donc, de Saint-Venant, mais cette fois-ci en rajoutant le terme de frottement. Donc je vais avoir conservation de la masse, hein, du sur dx, gdh sur dx, et on a un frottement, hein, que j'appelle tobé. Alors, au niveau, et donc ça c'est la pauvre solution pour h, et on avait vu donc pour la vitesse, on avait quelque chose qui était une ligne. Et donc on a ici le front, et donc le front, la vitesse ici au niveau du front, U en F, on a vu que c'était d2xf sur dt, et on a vu que c'était une vitesse constante, on avait 2 C0, C0 étant la vitesse de propagation des eaux profondes. Alors, regardons ce qui se passe maintenant. Donc, on a fait ce calcul-là en supposant que ce terme-là était nul. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on suppose que ce terme-là intervient? Alors, le frottement en général est relativement faible. Donc, lorsqu'on a une rupture de barrage, on a une accélération qui est assez importante, accélération ici convective. Hein. Donc, on a ici un du sur dx qui sera relativement important. On a également un gradient de pression qui est relativement important, avec une différence de hauteur importante. Donc, ce qui fait que si on devait faire une analyse dimensionnelle, on verrait que pour toute cette partie ici, on a peu d'effet du terme qui est ici. Mais vous voyez qu'il est pondéré par ici à 1 sur racine de h, ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche du fond, le terme ici va devenir prépondérant. Donc au niveau du front, on a quelque chose qui tend ici vers une vitesse qui serait la vitesse constante. Donc on a ici ce terme-là, enfin, le terme d'accélération qui est, puisqu'on a eu une vitesse constante, ce terme-là qui tend vers 0. On a ici donc le gradient de pression et ici le terme de frottement. Donc au niveau du front,
ce terme-là devient relativement important. On a toujours un gradient mais qui commence à diminuer. Donc, on va voir, donc ça c'est vers 0. L'équilibre qu'on va avoir, ça sera entre le frottement et puis le gradient de pression. Donc, ce qui veut dire ici que le gradient, si on a du frottement qui s'exerce, le gradient de pression doit contrebalancer exactement le frottement qui s'exerce. Donc, c'est-à-dire qu'en supposant donc, que ce terme inertiel tend vers 0, on doit avoir donc, rho g dh sur dx qui est à peu près égal à la contrainte, alors je vais plutôt B, la contrainte au fond. Alors si on prend, dans nos deux cours, on essaie d'avoir les calculs analytiques les plus simples. Si vous preniez un coefficient de Chézy, vous auriez pour taux B quelque chose qui serait une constante à rho g sur c carré u carré sur h puissance 1 tiers. Donc si vous employez ça, donc ça vous dit donc que donc on aurait rho g dh sur dx égale donc il manque quelque chose ici, il manquait un h, oui, c'est le h qui était là il y avait un h, donc là il faut rajouter h dh sur dx, donc ça me ferait donc moins rho g coefficient de Chézy u carré h puissance 1 tiers. Donc lui on le dit qui tendait vers uf. Donc ici on pourra supposer que c'est une constante. Le h je le fais passer ici, donc ça me fait, le rho g disparaît, hein, donc ça me fait quelque chose qui est en h puissance 4 tiers. Ici, dh sur dx égale donc moins u carré f sur c carré. Alors ça, on peut l'intégrer. Ça vous dit que c'est quelque chose qui est en loi puissance. Donc vous allez avoir, il faut l'intégrer, mais grosso modo, vous allez avoir quelque chose qui vous dit qu'on doit avoir h qui varie comme, ça c'est une constante, hein, qui va donc varier comme x front moins x, ce qu'on va intégrer. Là, cette constante ici, il y a une constante d'intégration qui apparaît ici aussi, à une certaine puissance n. Avec ici n qui sera inférieur à 1. Donc ce qu'on doit avoir en fait, c'est que si j'agrandis ce qui se passe ici, donc là on avait la solution de Ritter, en fait on doit avoir quelque chose qui ressemble à ça, avec cette fonction-là. Alors dans notre deux cours, ce que je vous propose, c'est pour simplifier le calcul, c'est de supposer que dans Chézy, en fait on a une faible, enfin ce terme-là n'intervient pas, et donc c'est ce que propose Vital. Donc on prend en fait taux égal C d u carré, je crois. Donc si on fait ça, il n'y a pas de h1 tiers ici, donc là on aurait juste un h. Donc si vous faites ça, à ce moment-là, bah, ça vous l'intégrez facilement, ça vous fait ça vous fait 1 demi de dh carré sur dx. Et donc là, vous trouvez qu'on doit avoir h qui varie comme xf. Donc le d, je le passe là-bas. Donc là, ce serait un cd. xf moins x u carré sur cd carré. Et j'ai un 2. Je prends la racine de tout ça. Donc vous aura une fonction radicale. Si vous prenez vraiment la loi de Chézy avec ici un tiers, donc là il n'y a pas de carré parce que c'est C de court, on aura quelque chose qui sera relativement proche, hein, le 1 tiers ne va pas changer radicalement la forme de notre puissance. Donc le résultat que vous devez avoir, c'est que en fait, on va avoir un bombement. Le bombement en fait est lié
au frottement. Donc le gradient de pression, donc ici, doit être extrêmement important, donc, ce qui explique en fait ce plongeon ici. Donc on doit avoir un gradient de pression extrêmement important pour contrebalancer ici le frottement, qui lui, c'est une singularité du point de vue mathématique, puisqu'il varie en 1 sur H. Donc ça, c'est une explication avec les mains qui explique la raison pour laquelle, lorsqu'on observe une rupture de barrage au niveau du front, dans les expériences, on a toujours ce bombement. Alors, l'effet, c'est qu'on va également avoir donc, ce bombement, en fait, il va pas assez statique, hein. Il va grandir au cours du temps. C'est un peu comme si contaminer le reste de l'écoulement, puisque je rappelle que ça s'étire. Donc, plus que ça s'étire, le terme en 1 sur H, il va prendre de plus en plus d'importance. Alors, comment est-ce que fait l'UTAM? Donc, c'est un calcul qui est assez intéressant. Vous n'êtes plus trop habitué à faire ce genre de calcul-là. C'est de faire un calcul approché. Donc, les notes de cours sont relativement détaillées sur les étapes de calcul. L'idée, en fait, c'est de se placer dans un repère, donc de prendre un volume de contrôle qui sera centré donc, sur le front, donc front que vous cherchez à calculer. Donc, tout ce que vous savez, donc là j'ai ma solution de Ritter. Vous savez que vous devez avoir quelque chose ici qui sera un moment et qui se raccorde à la solution de Ritter ici, donc qui elle varie, donc c'est la solution qu'on a vue précédemment, avec ici une courbe de parabole et une vitesse qui sera linéaire. Donc en fait on a 2 points, donc B pour back, ici F pour front, et donc on va prendre un volume de contrôle qui est ce volume-là. Alors volume de contrôle qui va varier au cours du temps, donc il va croître, et il est également mobile. Donc on va réécrire les équations de Savenant dans ce repère-là, et puis on va donc supposer donc, que la vitesse au niveau du front est à peu près constante, et qu'elle vaut donc la vitesse du déplacement du front. Donc en fait, on va supposer ici, là on avait quelque chose qui était linéaire, on va donc supposer ici qu'on a une vitesse qui est croissante, hein, mais que dès qu'on arrive en B, cette vitesse en fait devient constante ici, et la vitesse vaut donc la vitesse du front. Donc ça, ce qui permet de simplifier les équations et d'avoir autant d'inconnus que d'équations. Donc on va écrire les équations de Savenant dans un volume, donc ces hypothèses-là simplifiées. Donc vous allez devoir considérer un volume de contrôle qui est un volume de contrôle non matériel, écrire les équations de conservation de la masse et des quantités de mouvement, donc ce volume de contrôle qui va croître au cours du temps, donc F se déplace, le volume de contrôle se déplace en même temps, mais B également va lui aller vers l'arrière. Et donc il faut écrire le flux de masse et de quantité de mouvement ici. Voilà. Là le flux il est nul puisqu'il n'y a rien qui sort de F, donc ce sera beaucoup plus simple. Calculer donc le frottement qui s'exerce ici. Alors ce que fait Wittham, c'est qu'il considère quelque chose de simplifié pour faire les calculs. Donc quand vous écrivez ça, avec sur un volume de contrôle non matériel qui se déplace, vous avez ce qui est dans les notes de cours. Alors la difficulté supplémentaire qui apparaît assez rapidement, c'est que l'équation différentielle également est une équation singulière, et donc il faut également faire un changement de variable. Donc là je ne vous explique pas comment est-ce qu'on fait ce changement de variable. Il existe des techniques qui permettent de savoir comment est-ce qu'on fait un changement de variable pour résoudre l'équation différentielle. Donc cette équation-là, elle se résout numériquement, et on arrive à avoir des approximations de un calcul approché qui permet, par développement asymptotique, de calculer la position du front au cours du temps. Donc en fait, ce que vous arrivez à montrer, c'est que normalement, donc, la théorie, hein, vous disiez que le front en fait XF varié comme 2C0 multiplié par le temps. Et en fait, ce que vous allez avoir, c'est que donc ça c'est ce F là, le F réel lié au frottement, en fait, il va se déplacer à cette vitesse là,
il y a un retard qui va s'accentuer, donc ce sera 2C0T. J'applique ce 0 ici. Ce point-là sera le point théorique. Donc ça sera ce x0 ici, moins ici une certaine distance qui va croître au cours du temps. Je ne me souviens plus, ça varie avec une certaine puissance t de n. Donc, et on fait ce calcul-là de façon asymptotique. Donc vous arrivez à avoir une approximation pour ce cas-là. Alors la difficulté, là on est dans les années 50, c'est que c'est toujours sur fond horizontal, c'est toujours avec une loi de frottement qui est un peu particulière. Si on devait faire le calcul avec une Manning-Strickler, ça serait beaucoup plus compliqué à faire. Alors la méthode avait son avantage il y a 60 ans. Comme je l'ai dit précédemment, de nos jours, ça sera fait systématiquement par des méthodes numériques. Donc là, c'est surtout une vertu pédagogique pour expliquer physiquement ce qui se passe au niveau du front de l'onde de rupture de barrage. On arrête là le cours. Donc vous voyez, c'est un cours difficile, très mathématique. Ça sera un peu plus simple par la suite. Et puis donc du coup, vous pouvez vous rendre compte que l'hydraulique, l'image qu'on a parfois de l'hydraulique, que c'est du Manning-Strickler et que derrière il y a peu de choses. Là, vous avez une image de ce que vos ancêtres hydrauliciens ont pu faire. Et donc, il y a un travail qui était extrêmement conséquent du point de vue mathématique pour arriver à faire des calculs. Ok, donc c'est fini pour ce chapitre-là. Prochain chapitre, et ce sera la fin après du semestre, ça sera un chapitre consacré aux vagues.